Mesdames et messieurs les journalistes, la procédure au cours de l'enquête ou de l'instruction est secrète. Cependant, au titre de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public. C'est dans ce cadre que je prends aujourd'hui la parole pour préciser certains éléments déjà rendus publics, tout en étant indiqué que je n'entends pas répondre aux questions à l'issue de cet exposé que je veux complet. Avant toute chose, j'aimerais exprimer mes sentiments sincères de solidarité avec la jeune victime de ce dossier et de plein espoir pour son avenir. Lundi 6 avril 2026, à 21h05, une habitante de la commune d'Hagenbach, dans le Haut-Rhin, contactait la gendarmerie pour signaler qu'un enfant serait enfermé à l'arrière d'une camionnette stationnée dans une cour privée commune à plusieurs habitations. Les militaires de la brigade de Danemarie arrivaient sur place à 21h30 et frappaient contre le véhicule sans obtenir de réponse de l'intérieur. Ils prenaient la tâche du propriétaire du véhicule qui déclarait ne pas pouvoir l'ouvrir car son système de verrouillage était, je cite, défaillant. Après 30 minutes, les militaires parvenaient à ouvrir tout de même la porte latérale du véhicule Renault Trafic et découvraient la présence d'un enfant en position fœtale sur un monticule de déchets porteur d'une simple couverture. À 22h, l'utilisateur du véhicule, un homme de 43 ans, était placé en garde à vue. Avisé, le parquet demandait l'ouverture d'une enquête de flagrance, du chef notamment de séquestration aggravée. Cet homme vivait avec sa compagne âgée de 37 ans au premier étage de l'immeuble. Il y résidait avec sa fille âgée de 12 ans, ainsi qu'avec la fille de sa compagne, âgée, elle, de 10 ans. La brigade de recherche d'Altkirch était saisie par le parquet au soutien de la brigade de Danemarie de la poursuite des investigations nécessitant, vous le comprenez, de procéder rapidement à de nombreuses auditions et à des constatations très précises. L'enfant découvert a eu 9 ans au mois de mars dernier. Il a tout de suite été pris en charge à l'hôpital de Mulhouse et notamment à l'unité d'accueil pédiatrique mineurs en danger, c'est l'UAPED. Dès le mardi 7 avril au matin, l'enfant a été examiné par un médecin légiste de cette unité médico-judiciaire. Cet examen mettait en évidence notamment une attitude recroquevillée de l'enfant avec position spontanée, genoux repliés contre le tronc, l'enfant déclarant ne pas pouvoir déplier malheureusement les membres inférieurs, ni se mettre debout, ou ni même marcher. Une carence d'hygiène importante, un petit poids et une petite taille pour l'âge, et l'absence de lésions traumatiques d'allure récente, mais aussi l'absence de lésions traumatiques au niveau génital ou anal. Le médecin ne pouvait pas déterminer d'incapacité totale de travail qui devra être réévaluée à distance et au vu des éléments complémentaires et des bilans complémentaires également. Entendu par 2 enquêtrices spécialisées, l'enfant expliquait que c'était, je cite, une très très longue histoire. Il indiquait immédiatement que sa belle-mère voulait qu'il aille dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle trouvait qu'il avait des problèmes de cet ordre. Il expliquait avoir de très mauvaises relations avec sa belle-mère, qu'il qualifiait, je cite, de sa pire ennemie et de méchante. Il expliquait, je cite toujours, « Vu que mon père n'avait pas envie que je finisse dans un hôpital, il a dû me mettre dans la camionnette. » Et encore de dire que son père n'avait pas le choix. L'enfant disait aussi qu'il ne voulait pas aller chez sa mère. Selon lui, son père l'avait mis dans la camionnette à la fin du mois de septembre 2024. Il avait alors 7 ans. Sur son quotidien, il expliquait que son père lui apportait de l'eau et de la nourriture 2 fois par jour, en général des aliments froids. L'hiver, son père lui apportait de l'eau chaude et l'été, de l'eau fraîche. Il disposait d'un baluchon de vêtements et il devait uriner dans des bouteilles vides. Son père vidait régulièrement les déchets. L'enfant indiquait cependant que son papa ne lui lavait plus les vêtements et qu'il n'avait plus de pyjama. Il dormait sur un matelas et ne disposait plus de brosse à dents. L'enfant précisait avoir pris sa dernière douche à la fin de l'année 2024 et avoir pu rentrer dans l'appartement au cours de l'été 2025 alors que les autres membres de la famille étaient en vacances.
Durant cette période de 2 semaines, son père lui avait confié un téléphone portable afin de communiquer avec lui et lui dire quand il devait rentrer dans la camionnette. Il expliquait avoir pu sortir et regagner le domicile parfois aussi le vendredi soir, quand sa sœur et sa demi-sœur n'étaient pas là, et ça c'était plutôt à la fin de l'année 2024. Il lui arrivait aussi de se cogner quand le véhicule était en mouvement sur la route. L'enquête de voisinage et les auditions de témoins permettaient de confirmer que cet enfant avait disparu du jour au lendemain. Le couple s'est installé à Hagenbach pour louer un appartement à compter du mois de mars 2024 et déclarait qu'ils avaient 3 enfants au propriétaire. Les enquêteurs entendaient en détail tous les voisins. Plusieurs d'entre eux avaient déjà entendu du bruit provenant du domicile du couple quand ils étaient absents. La requérante avait d'ailleurs déjà soupçonné la présence d'un enfant dans le véhicule. Ils indiquaient avoir aussi entendu souvent des bruits de disputes provenant de l'appartement, provenant notamment de la mère qui criait à l'encontre des enfants. Ils décrivaient un couple peu avenant. Une ancienne voisine avait notamment entendu la belle-mère de l'enfant dire à son conjoint, je cite, « Si tu ne fais rien, c'est moi qui vais placer ce gosse parce qu'il est intenable, je n'en peux plus. » Une autre voisine indiquait aussi avoir souvent entendu des disputes entre la belle-mère et le garçon, en entendant, je cite, qu'elle en avait marre de ce gamin. La belle-mère décrivait d'ailleurs l'enfant comme difficile. Un autre couple de voisins avait vu l'enfant en juin 2025, le soir, seul dans la camionnette. Le père leur indiquait que le petit était en attente de placement. Plusieurs voisins avaient également vu le père faire des allers-retours vers sa camionnette, souvent le soir. L'entourage familial était aussi entendu, et notamment les grands-parents paternels de l'enfant. Ces derniers ne voyaient plus leur petit-fils, et ne l'avaient pas eu au téléphone depuis un certain temps, si ce n'est qu'il l'avait eu pour son anniversaire en mars 2026. Le père leur avait dit que l'enfant était scolarisé à Hagenbach. Il décrivait cet enfant comme dur, je cite, et qui faisait des crises, ayant probablement d'ailleurs mal vécu la séparation de ses parents et l'hospitalisation de sa mère. En tout cas, c'est l'analyse qu'ils en faisaient. L'entourage du couple pensait que l'enfant avait été placé en foyer ou en hôpital psychiatrique. L'un d'eux, de cet entourage, expliquait que le père était souvent vague là-dessus et que le sujet était conflictuel, je cite, avec le père, conduisant d'ailleurs l'entourage à ne plus poser de questions. Des premières investigations réalisées, aucun élément médical n'étayait la réalité des problèmes psychiatriques de l'enfant. Il a été scolarisé la dernière fois en CP pour l'année scolaire 2023-2024 dans un établissement de Mulhouse. Ses résultats scolaires étaient d'ailleurs plutôt très bons. Les investigations sont en cours afin de déterminer dans quelles conditions le dossier scolaire de l'enfant a été traité lorsque la famille a annoncé avoir déménagé à Hagenthal. Parallèlement à l'information judiciaire, le ministre de l'Éducation nationale a diligenté, lundi 13 avril, une mission de l'inspection générale pour analyser ce qui a permis cette situation et, je cite, le cas échéant, changer les pratiques. Ces éléments pourront utilement contribuer à la manifestation de la vérité. La mère de l'enfant était entendue dès le lendemain de la découverte. Elle expliquait avoir rencontré le père de ses enfants en 2010. Sa fille aînée naissait en 2013 et son cadet en mars 2017. Elle expliquait que son conjoint pouvait être dissimulateur, notamment sur la situation financière dégradée du couple. Elle disait aussi avoir, en effet, rencontré des difficultés de santé et avoir été elle-même hospitalisée en psychiatrie entre mai 2022 et janvier 2024. Le couple se séparait définitivement en octobre 2022. Elle saisissait le juge aux affaires familiales en octobre 2024 d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Par jugement du 22 mai 2025, le juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les 2 parents et a fixé la résidence principale des enfants au domicile du père. Constatant que l'état de santé de la mère paraissait stabilisé et que sa volonté de s'impliquer dans la vie de ses enfants était sincère, le juge estimait dans leur intérêt de rétablir le lien mère-enfant dans des conditions adaptées et de manière progressive. Le juge a alors fixé un droit de visite pour la mère à l'égard des enfants pour une période d'1 an dans le cadre d'un espace de rencontre associatif en présence de tiers professionnels.
La mère expliquait avoir contacté en vain l'association pour exercer ses droits. Elle apprenait que sa fille était scolarisée en 6e. L'école primaire de Hagenbach lui indiquait cependant ne pas avoir d'enfant scolarisé au nom de son fils. La mère de l'enfant déposait plainte. Un administrateur ad hoc a également été désigné pour défendre les intérêts du mineur. Les deux autres enfants du couple étaient entendus. La fille de la compagne du père de l'enfant, âgée de 10 ans et scolarisée en CE2, expliquait vivre avec sa mère et la fille de son beau-père à Hagenbach. Concernant le petit garçon, elle pensait qu'il était, je cite, au foyer, en le décrivant comme violent et faisant beaucoup de crises. Elle indiquait que sa mère voulait savoir s'il était d'ailleurs vraiment au foyer. La fille du propriétaire de la camionnette, donc la sœur de l'enfant découvert, âgée de 12 ans, confirmait vivre avec son père depuis 4 ou 5 ans. Elle indiquait que sa mère avait des problèmes psychologiques et pensait qu'elle était d'ailleurs hospitalisée à Mulhouse. Elle ne souhaitait d'ailleurs pas la voir. À l'installation avec la nouvelle compagne de son père, elle relatait que son petit frère avait changé de comportement en devenant violent et en proférant des insultes, notamment contre sa belle-mère. La famille recomposée avait déménagé à Hagenbach au début de l'année 2024. Elle pensait que son frère avait été interné, sans savoir où, à l'automne 2024. Son père lui disait d'ailleurs qu'il était en hôpital psychiatrique. Elle remarquait que son père faisait des allers-retours réguliers depuis l'appartement pour se rendre à son utilitaire. La perquisition du domicile familial n'apportait aucun élément utile à la manifestation de la vérité. Il s'agissait d'un appartement bien entretenu. L'enfant n'avait pas ou plus de chambre et ses jouets étaient rangés dans un carton. Une caméra de vidéosurveillance avait été installée sur la façade de l'immeuble orientée vers l'utilitaire. L'exploitation de cette dernière permettait de voir le père se rendre au véhicule. Il semblait d'ailleurs lancer quelque chose à l'intérieur. Le père de l'enfant et sa compagne étaient entendus à plusieurs reprises sous le régime de la garde à vue. Concernant le père, il reconnaissait les faits de séquestration aggravée et de privation de soins. Il travaillait comme électricien salarié et disposait de ce véhicule dans ce cadre. D'emblée, le père expliquait que l'enfant était devenu agressif avec sa compagne qui, je cite, le poussait dans ses retranchements et le poussait à bout. Sa compagne disait qu'il devait être interné. Ses parents, n'ayant pas accepté de le prendre en charge, son fils ne voulant pas non plus aller chez sa mère, il en arrivait à le cacher car, je cite toujours, il ne voulait pas qu'il soit interné et qu'il prenne des médicaments. Il estimait donc avoir agi ainsi en novembre 2024 pour, je cite, protéger son fils de sa belle-mère et précisait ne pas avoir voulu de mal à celui-ci. Durant l'été 2025, il admettait être parti en vacances sans lui, en le laissant accéder à l'appartement. Selon lui, sa compagne ne connaissait pas la situation de son fils, mais, je cite, s'en doutait un peu, car elle le questionnait sur le bruit provenant de la camionnette. Il réalisait la dégradation de l'état de santé de son fils, qui ne pouvait plus déplier les jambes, tout en indiquant que son fils ne souhaitait pas être hospitalisé. Sa compagne, quant à elle, contestait l'intégralité des faits. Elle expliquait que son compagnon avait emmené l'enfant du jour au lendemain et admettait qu'elle voulait qu'il aille en foyer. Son compagnon l'aurait convaincu qu'il était interné. Elle déclarait avoir entendu, je cite, des bruits bizarres provenant du véhicule et avoir demandé si quelqu'un était à l'intérieur sans obtenir de réponse. Elle relatait aussi que son conjoint la rassurait en lui disant que le bruit provenait des chats ou du bruit de la tôle. Les deux personnes gardées à vue n'ont aucun antécédent judiciaire. Il faut aussi préciser que la famille n'était pas suivie ni par les services sociaux ni par un juge des enfants. Aucun signalement n'est parvenu à l'autorité judiciaire, sous quelque forme que ce soit auparavant. Mercredi 8 avril 2026, le parquet ordonnait le déferrement des deux personnes gardées à vue et ouvrait une information judiciaire des chefs suivants. Contre le père, des chefs de séquestration du mineur de moins de 15 ans et privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Contre sa compagne, des chefs de non-assistance à mineurs de 15 ans en danger et non-dénonciation de mauvais traitements
et privations infligées à un mineur de 15 ans. Elle encourt, quant à elle, en l'état, 7 ans de détention. Ils étaient tous deux mis en examen de ses chefs. Conformément aux réquisitions du parquet, le père a été placé en détention provisoire dans le cadre d'un mandat de dépôt criminel d'une durée d'1 an renouvelable. Sa compagne, quant à elle, était placée sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'entrer en contact avec les 3 mineurs, l'interdiction d'entrer en relation avec son compagnon et de se rendre sur la commune de Hagenbach. Le parquet a par ailleurs pris des décisions d'ordonnance de placement provisoire à l'encontre de l'ensemble des 3 mineurs demeurant au domicile familial, tout en saisissant le juge des enfants par requête en assistance éducative afin qu'un suivi éducatif soit opéré. La jeune victime est toujours hospitalisée à cette heure et elle est en sécurité. L'information judiciaire s'attachera à permettre la manifestation de la vérité pour comprendre le déroulé précis de ces faits. Sous l'autorité du magistrat instructeur, elle apportera des éléments de compréhension de ce qui s'est passé, notamment par des expertises psychologiques et psychiatriques. Elle permettra aussi de déterminer le niveau de responsabilité de chacun dans ce drame et éventuellement de savoir si d'autres personnes ont pu avoir connaissance de la situation de l'enfant sans lui porter secours. Je tiens à rendre hommage à l'action de la Gendarmerie nationale et notamment des primo-intervenants de la brigade de Danemarie ayant permis de découvrir et sauver l'enfant, en insistant, heureusement, pour ouvrir la porte du véhicule, comme je l'indiquais en début de conférence de presse. Je salue également l'importance du travail d'investigation réalisé ensuite, en urgence, par les militaires de la brigade de recherche d'Altkirch, saisis à présent sur commission rogatoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.